8h36, Yannick Jadot est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Bon, Yannick Jadot, vous n'êtes plus candidat à l'élection présidentielle. Certains le regretteront, d'autres seront heureux. Vous n'avez pas mangé au McDo avec Benoît Hamon, non? Non, on n'a pas mangé parce que on a rencontré les salariés de McDonald's. Oui. Vous savez que cette société fait beaucoup d'évasion fiscale. Ils ont franchisé l'ensemble de leurs restaurants pour qu'une société au Luxembourg puisse faire payer très cher la marque McDonald's à tous les restaurants. Du coup, tous les bénéfices qui sont faits dans les restaurants partent au Luxembourg, ce qui permet à McDonald's de payer très peu d'impôts en France. Et du coup, ça fait une pression extraordinaire sur les salariés. Et vous savez que dans le cas de franchise, ça permet aussi d'éviter. Mais les franchisés s'enrichissent aussi, hein? Oui, mais ça permet aussi de limiter la représentation du personnel. Ça permet d'accentuer les cadences. Et on a rencontré des salariés qui étaient là parfois depuis plus de 10 ans dans le restaurant, qui sont toujours au SMIC et qui, parce que notamment, ils ont des engagements syndicaux, n'ont bénéficié d'aucune promotion. Donc, avec Benoît Hamon, effectivement, nous avons dit à quel point la lutte contre l'évasion fiscale à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne était absolument essentielle. Et puis, discuter aussi d'une mesure que nous portons, qui est le renforcement de la place des salariés dans les conseils d'administration. Il faut que les salariés soient partie prenante de la gestion, de la stratégie de l'entreprise et nous avons discuté aussi de la souffrance au travail. Vous savez à quel point il y a une explosion des maladies professionnelles, notamment les maladies psychosociales, les troubles musculo-squelettiques. C'est 80% des maladies reconnues aujourd'hui par l'assurance maladie du travail. Donc on est dans une situation dramatique pour beaucoup de salariés qui à la fois sont pressurisés dans leur cadre de travail, on leur impose des cadences qui sont supérieures à notre capacité physique et une pression morale qui est difficile. Il va falloir lutter contre ça si nous voulons Yannick aussi... Jadot. Non, mais je comprends. C'est un enjeu. Mais bien sûr, on dit souvent, il faut protéger. C'est un enjeu. Mais on est totalement d'accord. Nous devons, dans notre pays, soigner le travail. Nous devons soigner le travail, mais avant de soigner le travail, il faut qu'on ait du travail. Ça, les deux sont... On est bien d'accord, Yannick Jadot. Vous savez, souvent dans notre pays, on ne regarde que la courbe du chômage. On ne met pas en lien et la courbe du chômage avec celle de la pauvreté, avec celle du travail précaire, avec celle de la souffrance au travail. Ce sont ces quatre courbes-là qu'il faut regarder. Non, mais on est totalement d'accord. Et là où vous avez raison, c'est que il faut absolument trouver du travail. On a 6,5 millions de personnes qui manquent de travail ou n'en ont pas du tout. Ils se sentent dans notre société inutiles pour eux-mêmes, inutiles pour la société. Ils se sentent humiliés. Ils se sentent exaspérés, y compris du regard que la société... Alors, vous m'expliquerez comment Benoît Hamon donne du travail à ces 6 millions de personnes. Mais Yannick Jadot, je voudrais, à la fin de l'entretien, parce que je reviendrai sur le programme de Benoît Hamon que vous soutenez maintenant. Yannick Jadot, quand même, vous n'avez pas mangé au McDo. Vous savez qu'on mange du bœuf au McDo. Du bœuf français, puisque McDo s'est engagé à fournir à ses clients du bœuf français. Mais moi, j'ai une question à vous poser à propos de Benoît Hamon. S'il est élu président de la République, est-ce qu'il dénoncera le traité CETA? Oui. C'est un engagement extrêmement clair. Je n'aurais pas fait d'accord. C'est dans notre plateforme présidentielle qui est ici. Je n'aurais pas fait d'accord avec un candidat qui renonce pas à ces traités de libre-échange parce que, comme vous l'avez dit, le bœuf canadien qui va arriver, c'est du bœuf de qualité. C'est ce qu'on appelle les morceaux, c'est le bas de l'animal, l'arrière de l'animal, pardon. C'est de l'aloyau. C'est sur ces pièces dont on fait les grillades, ce sont les faux filets. C'est sur ces pièces-là que nos éleveurs arrivent à faire un peu de valeur ajoutée. À partir du moment où le bœuf canadien arrivera, parce qu'il est élevé dans des conditions absolument abominables. La souffrance animale au Canada, elle est terrible. Les animaux sont bourrés aux antibiotiques. Et même s'ils mettent pas d'hormones, ce sera un bœuf qui va coûter moins cher que le bœuf européen. Et tous nos bassins allaitants vont en souffrir. Donc aujourd'hui, un gouvernement qui valide cet accord, c'est un gouvernement qui tue une bonne partie de nos éleveurs. Donc le gouvernement actuel tue une bonne partie de nos éleveurs. Bien sûr, avec cet accord. Le gouvernement actuel. Absolument. Ce gouvernement qui soutient le CETA, aujourd'hui, met en danger... Que Benoît Hamon cherche à attirer.
Non. Les membres de ce gouvernement. Bah, Benoît Hamon, il cherche à attirer les Françaises et les Français sur un projet d'espérance. Sur un projet d'espérance, vous savez à quel point on est en plein salon de l'agriculture. On a plus d'un suicide de paysans par jour. On a un plan social tous les ans. C'est près de 30 000 emplois perdus tous les ans dans l'agriculture. On a des agriculteurs qui souffrent de leurs conditions sociales, qui souffrent d'un manque de reconnaissance, qui souffrent de maladies notamment liées aux pesticides, et on a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui aujourd'hui pensent que l'alimentation est suspecte parce qu'elle pollue nos organismes. Moi-même, j'ai fait une étude de mes cheveux avec beaucoup de responsables écologistes, Nicolas Hulot, Isabelle Autissier, José Bové, Yann Arthus Bertrand ou moi-même, et nous avons des perturbateurs endocriniens dans tout notre organisme, et c'est notamment lié aux pesticides. Il faut absolument sortir des pesticides. Nous devons. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la politique que de protéger la vie, de protéger la santé de nos concitoyens et de celle de nos enfants? Je ne sais pas s'il y a un objectif plus beau que celui-là pour la politique, et c'est ce à quoi Benoît Hamon et moi, nous nous engageons. Ça, c'est le joli côté de la politique. Mais il y a un côté un peu plus sombre de la politique, ce sont les accords électoraux. Les accords pour les législatives. Vous avez passé un accord avec Benoît Hamon. 43 circonscriptions réservées aux écologistes. Vous confirmez ce chiffre? Absolument. 43 circonscriptions. Ce sont pas forcément des circonscriptions gagnables, attention. Non, mais d'accord. Mais dont celle de Cécile Duflot, on est bien d'accord? Oui. On est bien d'accord. Ce qui n'est pas du goût de beaucoup de socialistes, vous le savez bien. D'ailleurs, vous avez sauvé le siège de député de Cécile Duflot. Et c'est normal. Nous avons des députés sortants. Il y a un accord électoral. Il est normal que les députés sortants soient reconduits. Mais avoir un accord. Évidemment. Est-ce que vous avez rallié Benoît Hamon pour sauver le siège de député de Cécile Duflot? Mais Yannick Jadot, je vous pose la question. Monsieur Bourdin. Monsieur Bourdin. Vous savez, j'ai toujours été ici sur votre plateau pour dire le projet. Cet accord que nous avons passé avec les socialistes, nous avons un tiers de postes en moins qu'en 2012. Pour beaucoup chez moi, c'est-à-dire un tiers de poste. En 2012, nous avions 60 circonscriptions réservées. Oui. Donc on en a un tiers de moins. Gagnable ou pas? Non. Oui, parce que l'objectif, c'est si ça gagne, c'est un groupe à l'Assemblée. 15 sur 577. C'est quand même pas absolu. Mais il y a un enjeu. Et pour moi, qui suis pour un régime parlementaire, qui veut une démocratie moderne, où le débat de la politique, la construction de la politique se fait, quand il s'agit de la démocratie représentative, se fait à l'Assemblée. Non pas à l'Élysée, non pas uniquement au sein du gouvernement, mais se fait devant les Françaises et les Français à l'Assemblée. Et avoir une majorité parlementaire qui puisse mettre en œuvre le programme présidentiel, c'est essentiel. Je peux vous avouer que chez moi, ça a parfois hurlé parce qu'ils considéraient que Jadot, parce qu'il avait obtenu un bon accord sur le projet, ne tenait pas suffisamment le nombre de circonscriptions. C'était mon objectif. C'est-à-dire que l'objectif, ce sont les circonscriptions, quoi. Non. Mais non, Yannick Jadot, c'est justement l'inverse. Je viens de vous dire l'inverse. Non, mais attendez, Yannick Jadot, je vais vous lire ce que déclare Julien Drey. Hamon a été pris en otage par les écologistes. Ainsi donc, pendant un mois, on nous a fait croire qu'on discutait programme. En fait, la réalité triviale est là. Un groupe a pris en otage le candidat désigné par 2 millions d'électeurs pour permettre à tous ses sortants d'avoir une circonscription électorale. Cela porte un nom, une nouvelle manière de faire de la politique, paraît-il. Voilà ce que dit. Et Jean-Marie Le Guen, qui va encore plus loin, qui dit l'accord signé avec Jadot radicalise Hamon. Il doit se reprendre, c'est-à-dire revenir sur certains engagements comme sur le nucléaire, s'éloigner de la gauche radicale pour aller vers plus de réformisme. Le PS est une gauche responsable, pas un parti altermondialiste. C'est assez extraordinaire d'entendre Monsieur Le Guen qui défend toujours un bilan qui, reconnaissons-le, n'est pas très apprécié par les Françaises et les Français, qui n'a pas été extraordinairement... Très apprécié, vous croyez que c'est le mot ? Il est complètement disqualifié par les Françaises et les Français. Donc, François Hollande est disqualifié par les Françaises et les Français. Écoutez, il n'a pas été capable de se représenter. Lui-même s'est disqualifié. Lui-même s'est disqualifié puisqu'il a considéré qu'il ne pouvait plus. Pourquoi est-ce que Benoît Hamon ne le dit pas ? Mais il l'a beaucoup dit, reconnaissez-le, il a fait sa campagne de primaire là-dessus, écoutez ce qu'il dit. Mais sur le fond, quand j'entends Monsieur Le Guen ou Monsieur Drey dire Benoît Hamon se radicalise, cherchez à sortir et l'agriculture
et les Françaises et les Français des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Cherchez à sortir du nucléaire. Ou aujourd'hui, attendez, vous avez comme programme, Benoît Hamon, que sortir les Français. Très bien. Attendez, laissez-moi. C'est très bien les perturbateurs endocriniens. C'est très bien, mais bon. Mais attendez, quand nous voulons sortir du nucléaire, c'est pas simplement comme de vouloir défendre un service public de l'énergie. C'est pas simplement arrêter de gaspiller à coups de milliards l'argent public en abîmant l'environnement, en abîmant notre santé, en risquant un Fukushima. L'objectif, c'est 300 000 emplois sur nos territoires. On relocalise l'économie autour de la rénovation du bâtiment et vous savez à quel point, notamment dans le logement social ou dans le logement privé de personnes qui ont peu de moyens, c'est essentiel. Ce sont des PME, des énergies renouvelables partout. Il y a 10 jours, une semaine, j'étais à Faux, à côté de Bergerac, qui est pas simplement le pays du vin. Oui. Vous avez à Faux, commune de 650 habitants, ils sont en train de récupérer une quarantaine d'hectares pour faire une installation de panneaux photovoltaïques. Ce sont des entreprises privées qui font travailler des fabricants français de panneaux photovoltaïques. Ils vont donner de l'électricité à 10 000 personnes. Eh ben, est-ce que ça c'est de la radicalisation ou c'est simplement être dans le monde aujourd'hui? Jadot ne pouvait pas défendre tout seul ce programme-là. Pourquoi est-ce qu'il ne défend pas? Pourquoi est-ce que vous avez renoncé? Parce que je veux gagner. Question financière? Non. Question financière? J'avais les parrainages, on avait de l'argent. Pourquoi ne pas défendre vos avis, votre opinion jusqu'au bout? Parce que, Monsieur Bourdin, je veux que mes propositions gagnent. Ça fait 25 ans. Parce que vous pensez que Benoît Hamon va gagner? Oui. Sans accord avec Jean-Luc Mélenchon? Parce que je pense qu'on va s'adresser, on va faire une dynamique qui va être une dynamique d'espérance. Vous avez, ça, tout le monde le dit, hein, non, pas tout le monde le dit. Classique. Vous avez la candidate du nauséabond, du racisme, aujourd'hui, qui est, en fait, le vrai parti de l'étranger dans notre pays, au regard de ses financements, c'est Marine Le Pen. Le vrai parti des affaires, au regard de ses problèmes avec la justice, c'est Marine Le Pen. Donc ça, c'est le nauséabond, c'est le pire. Vous avez les candidats de l'immobilisme qui vous expliquent, comme par exemple Monsieur Le Guen, on est dans un bus, Macron, qui va à fond dans le mur, et ben c'est totalement radical de vouloir changer de direction et changer de bus, notamment le bus diesel. Et vous avez aujourd'hui une dynamique qui veut à la fois renouveler les idées, qui veut s'occuper du travail, de créer des emplois, protéger les Françaises et les Français et notre santé, qui veut renouveler les pratiques. Nous allons déborder les appareils politiques et renouveler les personnes. Benoît Hamon déborde les appareils politiques, lui qui est membre du Parti Socialiste, un parti qui est déconsidéré totalement. La question, tous les partis politiques sont déconsidérés. Mais lui aussi. Tous les partis comme politiques. Les autres. Mais nous voulons sortir de ça. Le sujet, c'est pas en permanence d'où on vient. Alors, parce qu'en faisant ça, pourquoi est-ce que Nicolas Hulot ne s'engage pas pour Benoît Hamon? Vous savez que Nicolas Hulot, depuis qu'il s'est retiré de sa potentielle campagne, est redevenu président de la Fondation Nicolas Hulot et qui considère qu'il a un devoir de pousser le débat à être Daniel plus Cohn-Bendit vote Emmanuel Macron? Parce que Daniel Cohn-Bendit veut faire perdre la droite. Moi, je veux faire gagner l'espoir et l'écologie. Daniel Cohn-Bendit, sa stratégie, et on en discute tous les jours, et on n'est pas d'accord là-dessus. Sa stratégie, c'est de dire Macron est le seul qui peut garantir que Marine Le Pen ne sera pas au second tour ou ne sera pas présidente de la République. Je dis tous les jours à Dany Cohn-Bendit, Dany, la solution du moins pire contre le pire, ça ne marche plus. Madame Clinton, qui était candidate d'un camp rassemblé contre Trump, elle a perdu. Il faut redonner de l'espoir dans notre pays. Il faut s'intéresser si les thèses de Marine Le Pen, est-ce que les thèses complotistes, Benoît Hamon ressemble plus à Sanders ou à Hillary Clinton? Il ressemble ni l'un ni l'autre, parce que moi je veux gagner. Je veux gagner. Alors, quand je me suis battu 25 ans, quand je me bats depuis 25 ans pour la sortie du nucléaire, pour éviter Fukushima et avoir des emplois renouvelables sur nos territoires, quand je me bats pour que l'agriculture quand je me bats pour qu'il n'y ait plus de déserts médicaux, quand je me bats pour que la démocratie soit renouvelée avec la proportionnelle, une 6e République, et que nous faisons ensemble, Benoît Hamon et moi, et d'autres, j'espère, vont venir, que nous faisons ce programme-là, je me mets en capacité de gagner, pas simplement de me battre tous les jours. Avec Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez aucune chance de gagner. On verra la situation dans 10 jours, dans un mois. Moi, je suis pas... Vous savez, la politique et cette campagne, c'est un peu le calendrier de l'avance. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon va se désister? Je crois qu'il a une difficulté avec ça. Se retirer? Vous lui demandez de se retirer? Il a une vraie difficulté. Est-ce que vous lui demandez de se retirer? Je lui ai dit, j'ai dit Jean-Luc,
Jean-Luc, moi, regarde, j'ai dépassé mon ego parce que je pense qu'il y a une possibilité de victoire et que notre responsabilité historique, c'est que la France ne bascule pas dans le pire, mais qu'elle bascule dans le meilleur. Moi, je veux pas simplement empêcher que la France bascule dans le pire. Alors, je veux pas simplement. Retire-toi. Je lui dis, continuons à travailler sur le projet et tu verras qu'à un moment donné, si nous sommes d'accord sur le projet, toi-même, tu peux pas dire tous les matins, urgence démocratique. Alors, est-ce que vous lui dites, retire-toi? Je lui dis, Jean-Luc, ta responsabilité historique, t'as 40 ans de politique derrière toi et de combat. Je dis, est-ce que, à la fin, si tu es cohérent entre l'urgence écologique, sociale, démocratique que tu défends, est-ce que tu dis finalement, je reste, quoi qu'il arrive, on perdra collectivement cette fois et on en discutera dans 5 ans. Je ne crois pas qu'il puisse être là-dedans. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, vous faites quoi? Vous votez qui? Mais Emmanuel Macron, mais sans hésiter. Sans hésiter. Mais bien sûr, je soutiens pas le programme d'Emmanuel Macron, mais je compare pas Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous savez, c'est terrible. Moi, je vois qui suis député européen. Elle est députée fictive. Elle ne travaille pas au Parlement dans la réalité. Elle a utilisé les fonds publics européens, qui sont aussi des fonds publics français, pour salarier son mari, son conjoint, qui ne travaillait pas. Ce sont les emplois fictifs. Et aujourd'hui, elle se sert du Parlement européen pour défendre son immunité. Ok ? Donc pour elle, l'Europe, c'est se goinfrer d'argent et en même temps profiter de l'immunité pour ne pas répondre à la justice. Moi, je veux que l'Europe soit complètement autre chose. Je veux que l'Europe nous permette de réguler la mondialisation, les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux en tête. Je veux que l'Europe soit le lieu de l'harmonisation fiscale pour qu'on évite la concurrence entre les territoires. Et je veux que l'Europe soit un espace d'épanouissement pour notre jeunesse. On a besoin de ce métissage européen et de cette citoyenneté européenne. Est-ce que durant la campagne, on doit observer une trêve judiciaire? Non. On doit accélérer la justice. Accélérer la justice. Bien sûr. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Regardez les dépliants, les tracts de M. Fillon comme de Marine Le Pen. Ils n'arrêtent pas de dire il faut que la justice soit ferme, il faut accélérer les procédures, il faut qu'il n'y ait plus aucun laxisme. Ce quinquennat a été le quinquennat du laxisme judiciaire, il faut accélérer tout ça. Mais bien sûr, on est en train d'élire potentiellement la présidente, le président de la République. Il faut que ces personnes qui sont censées défendre l'intérêt général soient inattaquables. Et entre François Fillon et Marine Le Pen, vous votez Fillon. J'ai été capable de prendre mes responsabilités, même en appelant à voter Estrosi contre Marion Maréchal Le Pen ou Xavier Bertrand contre Marine Le Pen. Donc, il y a toujours un moment où je saurais prendre mes responsabilités. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, quand vous voyez comment M. Fillon et Mme Le Pen agitent la thèse du complot, Mme Le Pen commence à mentir, commence à menacer les fonctionnaires, vous vous dites quel est l'état de la société pour qu'elle soit entre 25 et 30% dans les sondages avec des thèses aussi folles. Et moi, je veux soigner la société. Je veux pas simplement dénoncer Madame Le Pen. Alors, je veux prendre soin des Françaises et des Français pour qu'ils aient ce mouvement de recul par rapport à des thèses totalement folles. On va terminer, on va faire la boucle finalement. Vous parliez du travail au début de votre intervention. Est-ce que c'est avec le revenu universel qu'on crée du travail? Moi, je pose la question simplement. Avec le revenu universel, on crée de l'emploi. Avec le revenu, on peut à la fois créer des meilleures conditions de travail parce qu'à partir du moment où vous bénéficiez d'un revenu, notamment pour les jeunes qui hier étaient chez McDo, qui acceptent des situations de travail absolument dramatiques. Quand nous portons l'idée que le revenu universel, en tout cas au départ, le RSA à 600 €, soit accessible à partir de 18 ans, vous permettez à des étudiants de faire correctement leurs études. Travailler chez McDo, c'est du travail. Non, mais travailler chez McDo, c'est améliorer les conditions de travail et les conditions financières dans lesquelles on travaille. Ben oui, c'est déjà ça. Oui, mais c'est pas fournir du travail. Oui, mais là, attendez, créer du travail, de l'emploi. Quand nous faisons la transition écologique, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont... Ça n'a à voir avec le revenu universel, ça. Non, mais vous me parlez comment on crée des emplois. Est-ce qu'avec le revenu universel, on crée de l'emploi? C'est la question que je pose. Je pense qu'avec le revenu universel, aujourd'hui, on met les personnes en situation et de se qualifier et d'avoir un engagement dans la société et d'être utile dans la société qui nous permet d'avoir une relation moins perverse parfois au travail. Parce que dans la société aujourd'hui, quand j'entends des responsables politiques qui nous disent la seule reconnaissance
social, c'est le travail. Je pense, comme vous, aux 6,5 millions de personnes qui se sentent humiliées parce qu'elles n'ont pas de travail et qui se sentent inutiles à la société. Moi, je veux à la fois donner du travail aux Françaises et aux Français, donner du travail qui a du sens, mais quand j'ai des personnes qui sont dans l'engagement associatif ou qui s'occupent de leur famille ou je veux qu'elles ne se sentent pas humiliées par la société, qu'elles ne se sentent pas sur elles ce regard de mépris parce qu'elles n'ont pas un travail ou qu'elles n'ont pas un CDI. Donc je veux sortir de cette logique-là. Ça, c'était un des enjeux du revenu universel, mais surtout, tout notre programme sur les choix industriels, sur les choix agricoles, sur les choix de services, ce sont de la création d'emplois sur tous nos territoires et c'est bien le programme de la création d'emplois que nous défendons. Merci Yannick Jadot, 8h56.